Ici, notre planète bleue est en train de dépasser Mars, la planète rouge. Lorsque cela arrive, on a l'impression que Mars recule. L'Italien Galilée est le premier à observer le ciel avec un télescope. Nous sommes au début du XVIIe siècle, l'astronomie moderne est en marche. On observe les cratères de la Lune. Le Soleil a des taches et Jupiter des satellites. Le Hollandais Christian Huygens découvre le plus gros satellite de Saturne et il note à juste titre que les anneaux ne sont pas attachés à la planète. Cet homme repère un vide entre les anneaux. C'est Giovanni Cassini, un astronome français d'origine italienne. Son observation date de 1675 et aujourd'hui encore, cette zone porte son nom, la division de Cassini. Isaac Newton, un génie anglais, révolutionne l'astronomie. Il découvre la gravitation universelle, divise la lumière et raccourcit le télescope en utilisant des réflecteurs internes. Un siècle plus tard, William Herschel découvre la planète Uranus. Et à Slough, en Angleterre, il construit le plus grand télescope à miroir du monde. Ses observations sont prolifiques. Elles sont publiées sous forme de catalogue. Et c'est le premier à reconnaître que les étoiles de notre galaxie forment un disque aplati. En Irlande, le troisième comte de Ross construit un télescope encore plus grand. Fixé entre des murs de pierre, la construction s'achève en 1845 au château de Beer. Le réflecteur de Ross entrevoit des galaxies au-delà de la nôtre. Pas de taches floues, mais de véritables galaxies avec une structure. Cette esquisse de Ross représente une galaxie spirale. Voici la galaxie aujourd'hui. Le 19e siècle nous apporte deux outils fondamentaux. Le premier est la spectroscopie, l'analyse de la lumière déterminant la nature des objets dans l'espace. Le second, c'est la photographie. Voici une photo de la lumineuse comète de 1882. Dans les années 20, Edwin Hubble utilise brillamment ces deux instruments. Au mont Wilson, en Californie, son gigantesque télescope enregistre les galaxies les unes après les autres et le fait que toutes s'éloignent très vite dans le même sens. Là où les instruments optiques ne voient rien, les radiotélescopes prennent le relais. Ces sortes de cuvettes explorent et remontent le temps, jusqu'au Big Bang, le flash originel qui confirme la théorie de l'univers en expansion. De plus en plus puissants, les télescopes observent de plus en plus loin dans l'espace. Mais la prochaine découverte pourrait bien être celle d'un amateur. L'observation spatiale n'est pas uniquement réservée aux professionnels. L'astronomie est une science qui appartient à tout le monde. Le Soleil est la lumière de notre vie. Il rayonne sur le monde avec une puissance de 400 trillions de watts. À chaque seconde, il convertit 4 millions de tonnes de sa masse en énergie. Il émet de la chaleur, mais aussi de la lumière, depuis les rayons X jusqu'aux ondes radio. Tandis que l'hydrogène est transformé en hélium et que des éruptions de gaz jaillissent dans l'espace, le Soleil émet aussi quelque chose de plus diffus. Le vent solaire, un courant continu de particules électrisées. Il faut à ces particules environ 4 jours pour atteindre la Terre, mais elles ne la touchent jamais. Nous en sommes protégés par un champ magnétique, la magnétosphère, une grande bulle qui dévie le vent solaire comme la proue d'un navire.
Habituellement, le vent souffle à plus de 400 km par seconde. Mais ces éjections solaires massives peuvent le propulser à plus de 800 km par seconde, une véritable tempête. Sur Terre, elles provoquent des orages géomagnétiques, capables d'endommager nos lignes à haute tension et de plonger nos villes dans le noir. Elles peuvent aussi désorienter les satellites. Quand l'Inde perdit son satellite de communication, c'est le marché boursier qui s'est effondré. Ces éjections massives ne sont pas très fréquentes, mais là, avec le disque solaire masqué, on ne peut pas se tromper sur leur puissance. Quand l'une d'entre elles atteint la Terre, la magnétosphère se trouve comprimée. Un orage magnétique s'abat alors sur nous. Au milieu de ces énormes éruptions, le Soleil émet un courant plus régulier de particules électrisées. Elles n'approchent la Terre qu'au niveau des pôles, là où les lignes de force magnétique les canalisent en direction de notre planète. C'est ce qui crée la lumière des aurores. Vue d'un satellite, voici une aurore boréale, un ovale de particules électrisées en réaction avec les couches supérieures de notre atmosphère. L'aurore boréale encercle les régions du pôle Nord. Vers le pôle Sud, c'est l'aurore australe. À la surface de la Terre, c'est une vision de rêve. Nous voyons l'effet des particules électrisées tombant en spirale le long des lignes de force magnétique. Elles entrent en collision avec les atomes et les molécules d'hydrogène et d'azote. Comme leur intensité varie, la couleur varie également. Parfois, quand la Terre s'aligne avec la Lune, nous jouissons alors d'un autre fabuleux spectacle. Ces images célestes nous captivent depuis la nuit des temps, car c'est le Soleil, la lumière de notre vie, qui en est l'acteur principal. C'est l'interception de la lumière du Soleil dans l'alignement de ces trois astres qui provoque les éclipses. Le corps qui intercepte, ici la Terre, projette une ombre. Pour comprendre la mécanique d'une éclipse, commençons par observer une éclipse de Lune. L'orbite de la Lune autour de la Terre est inclinée de 5 degrés par rapport à l'horizontale, c'est-à-dire l'écliptique. Durant chaque cycle de 27 jours, la Lune coupe 2 fois l'écliptique en des points appelés nœuds. Ici. Et ici. Imaginons que le Soleil brille depuis le bas de l'écran. Une éclipse ne se produit que lorsque la Terre et la Lune sont sur un de ces nœuds. Une éclipse de Lune. Et une éclipse de Soleil. Quand le Soleil brille à gauche, la Lune rentre dans le cône d'ombre de la Terre, ici en blanc. Cela donne une éclipse totale de Lune. Elle se met à rougir. C'est à cause de l'atmosphère terrestre. À la totalité de l'éclipse, l'atmosphère réfracte et filtre la lumière du Soleil et projette cette teinte rouge. Voici une éclipse de Soleil. Comme l'orbite de la Lune est légèrement elliptique, l'éclipse n'est pas totale. La Lune est au point le plus éloigné de la Terre et le cône d'ombre ne nous atteint pas tout à fait. Nous assistons alors à une éclipse annulaire. La Lune est trop loin pour couvrir totalement le Soleil.
Il en va de même sur Mars. Phobos, son petit satellite, n'arrive jamais à atteindre le point idéal pour créer une éclipse totale. Par contre, ici, la Lune est assez proche pour que son cône d'ombre balaie la Terre. Voici l'ombre de l'éclipse qui aura lieu en août 99 et qui passera rapidement au-dessus de l'Europe en direction de la mer Noire. Vue du satellite, l'ombre dessine un autre trajet. Le cône d'ombre traverse la surface de la Terre à la vitesse du Concorde, c'est-à-dire à 2000 km/h, mais il peut aller 3 fois plus vite. En 1998, il passe en coup de vent au-dessus des Caraïbes du Sud, au moment où la Terre, le Soleil et la Lune s'alignent. L'île de Curaçao. Des gens venant du monde entier se rassemblent pour voir une éclipse totale de soleil. Caméras, télescopes et jumelles sont équipés de filtres spéciaux. C'est le seul moyen pour observer le soleil en toute sécurité. Premier contact. Alors que la Lune s'approche du disque solaire, des nuages menacent de venir gâcher le spectacle. Le ciel s'éclaircit. Cette première phase dure environ 1h30. Les jumelles projettent une double image du croissant de soleil. L'éclipse totale n'est pas loin. Le soleil est maintenant totalement éclipsé par la Lune. Il faut tout de suite enlever les filtres. 3 minutes et demie totalement magiques pendant lesquelles chacun peut voir la couronne, c'est-à-dire l'atmosphère externe du Soleil. La Lune couvre exactement le disque solaire. Pourtant, elle est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est 400 fois plus proche de la Terre que lui. Ici, grâce à l'éclipse, on voit les planètes Mercure et Jupiter. Un anneau de diamant, et c'est la fin de l'éclipse totale. Une ceinture d'astéroïdes qui gravite entre Mars et Jupiter. Ce sont les résidus rocheux de la naissance du système solaire. Bien que leur vie soit tout à fait tranquille, il arrive parfois des accidents. Une collision ou une secousse provoquée par la gravitation de Jupiter et un astéroïde peut être expulsé de son orbite. Attiré vers le Soleil à cause de la gravitation solaire et aidé par la planète Mars, cette montagne de l'espace devient alors un projectile. C'était il y a 65 millions d'années. 10 km de roches et de métal entrent en collision avec la Terre. Pour les dinosaures, c'est l'heure du jugement dernier. La Terre est engloutie sous un hiver cosmique. L'extinction est massive. Il y a 4,5 milliards d'années, un impact bien plus important donne naissance à la Lune. La Terre entre en collision avec un astéroïde aussi grand que Mars. Certains débris sont éjectés dans l'espace, d'autres se retrouvent sur la Terre, d'autres encore vont former la Lune.
Cette collision a eu un effet bénéfique pour nous, car la Lune, en ralentissant la rotation de notre planète, a accéléré le processus de l'évolution de la vie. Par contre, la Lune, elle, est restée stérile et sans vie. Aucun océan, rien n'a pu cacher ses cicatrices. On les voit très bien à l'aide d'un télescope. 30 000 cratères environ criblent sa surface. Chaque dépression est le témoin d'un impact. En dehors de ces chocs venus de l'espace, rien n'a transformé sa surface, ni vent, ni eau. La Terre a subi tout autant d'impacts au kilomètre carré. Supprimer notre atmosphère, nos océans, la végétation et chaque mouvement géologique, notre planète ressemblerait à ça. Aujourd'hui encore, les planètes subissent des impacts. Jupiter en 1994. Le responsable est ce collier de perles. Découvert il y a 2 ans, ce sont les fragments d'une seule comète, Shoemaker-Levy 9. Alors qu'elle passait près de Jupiter, la gravitation herculéenne de la planète a brisé la comète en plus de 20 fragments. Il plonge maintenant vers la planète géante à plus de 60 km par seconde. Si Jupiter n'exerçait pas cette puissante force d'attraction, beaucoup de comètes parviendraient jusqu'à la Terre. Imaginez un instant les mêmes blessures sur notre minuscule planète. Le panache d'un impact, plus impressionnant qu'une aurore. L'onde de choc d'un impact, c'est aussi gros que la Terre. Imaginez les conséquences d'un tel rocher venant s'écraser sur nous. « 1972, ce météore a bien failli nous frapper. 80 mètres de large, fonçant à la vitesse de 10 km par seconde, il aurait pu détruire une ville entière. Heureusement, il a rebondi sur notre atmosphère et est retourné dans l'espace. 1992, un match de football dans un lycée sur la côte ouest américaine. Un bolide enflammé stoppe net la partie. Le missile se désagrège, quelques gros morceaux sont retrouvés. Ce sont des météorites, nom que l'on donne à tout débris cosmique qui parvient jusqu'au sol. « 1908, en Sibérie. Ce projectile de 60 mètres de large n'atteint pas le sol. Il explose dans l'atmosphère comme une bombe nucléaire. Plus de 2000 km² de forêts inhabitées sont couchées. Si cela s'était produit au-dessus de Paris, des millions de gens seraient morts. La ceinture d'astéroïdes ressemble à une autoroute sur orbite. Ceux qui suivent la route restent tranquilles. Ceux qui en dévient deviennent une menace pour nous. 100 000 astéroïdes au moins traversent l'orbite de la Terre. 2000 d'entre eux sont assez gros pour nous causer quelques problèmes. Des sondes automatiques sont chargées de mesurer leur taille. Celle-ci a rendez-vous avec l'astéroïde Eros. Sur son orbite actuelle, Eros est inoffensif. Mais dans 100 000 ans, il pourrait bien prendre la Terre pour cible. C'est pourquoi nous devons faire sa connaissance. Eros fait 40 km de large. Il est 4 fois plus gros que le projectile qui entraîna la disparition des dinosaures. Si nous sommes encore là, et que nous ne pouvons pas l'arrêter, personne, aucune forme de vie sur Terre ne survivra. « 1999. Une sonde s'intéresse à un autre astéroïde qui nous menace. Pour le moment, il est en orbite autour de Mars, mais une petite secousse gravitationnelle suffirait à l'envoyer dans notre direction. La sonde doit faire un rapport détaillé. La sonde Rosetta a pour mission de s'approcher au plus près de cet astéroïde. Lancée en 2003, elle survolera 2 astéroïdes et valsera avec la comète Virtanen. Un module d'atterrissage en analysera le noyau. Des comètes aux trajectoires très allongées et des astéroïdes géocroiseurs frôlent en permanence la Terre.
pour un seul répertorié, 20 autres restent encore à découvrir, certains pouvant menacer la Terre d'une destruction totale. Mais contrairement aux dinosaures, nous sommes capables de réagir. Nous pouvons construire un miroir parabolique et l'envoyer dans l'espace. Là-haut, il canalise la lumière du Soleil et la réfléchit sur les missiles menaçant la Terre. Il les désintègre. Une autre idée serait d'attacher des pattes géantes à la surface de l'astéroïde ennemi. Ces attaches libèrent des voiles gigantesques où le vent solaire s'engouffre pour emmener l'intrus vers d'autres horizons. Que pensez-vous de ce système? Une sorte de hors-bord céleste entraîne l'objet vers une trajectoire plus sûre. Mais supposez un instant que le danger soit annoncé trop tard. Dans quelques semaines, un astéroïde s'écrasera sur la Terre. Devons-nous opter pour la solution nucléaire? Un dernier recours simple et efficace, le tir direct. Mais qui peut savoir si la Terre sera sauvée pour autant? En fonction des volontés politiques, un programme de recherche international pourrait traquer la plupart des comètes et des astéroïdes qui nous menacent. En étant avertis à l'avance, nous pourrions mobiliser nos défenses. Mais un scénario catastrophe reste toujours possible. Aux confins du système solaire, dans les profondeurs glacées du nuage de Oort, la poussée gravitationnelle d'une étoile proche perturbe la trajectoire d'une comète. Elle commence alors un voyage d'1 million d'années en direction du Soleil. Comme 90% de nos cieux ne sont pas surveillés, une comète peut arriver à l'improviste. « 10 km de large, à plus de 20 km/s, elle est aussi grosse que celle qui a anéanti les dinosaures. Armageddon. L'extinction. Une explosion de 100 millions de mégatonnes pulvérise New York. Le cratère fait 200 km de large. L'onde de choc se propage, détruisant tout sur son passage. Elle s'étend tout autour du globe. Un hiver cosmique s'abat sur la planète bleue. Le règne de l'homme est terminé. À jamais.